Bonjour à toutes et à tous, apprentis hackeuses et apprentis hackers. Alors, cette fois-ci, je propose de s'attaquer à la plateforme Pentestit, qui nous propose son 15e laboratoire depuis quelques mois, je sais plus exactement quand il est sorti. Et du coup, ce qui est intéressant par rapport à Hack the Box, c'est que bon déjà c'est un peu comme les endgames de Hack the Box, hein, ça va pas être juste une machine à hacker, mais tout un réseau d'entreprises simulées. Et l'avantage c'est que c'est vraiment gratuit, c'est-à-dire que n'importe qui peut se créer un compte et se connecter. Alors que sur Hack the Box, les endgames de mémoire, ils sont soit il faut un compte payant, soit il faut avoir atteint un certain niveau sur la plateforme pour pouvoir les faire. Voilà, après l'inconvénient de Pentestit, on va le voir, c'est que déjà, vu que c'est en Russie, les connexions sont pas forcément super. Pourtant, la Russie est plus proche que les États-Unis, mais les connexions sont pas toujours très. Il faut dire aussi qu'on va avoir besoin d'aller très profondément au sein du réseau cible. On va voir ça. Et c'est aussi d'ailleurs tout l'intérêt, enfin un des plus gros intérêts de Pentestit. Et après l'inconvénient c'est que c'est pas si réaliste que ça. Enfin c'est beaucoup plus réaliste que la plupart des challenges, mais il y a ce laboratoire là, le 15 là, il m'a un peu déçu dans le sens où il ressemble beaucoup au 14. Mais ça reste un très bon entraînement, je trouve, pour faire du pentest ou en tout cas de l'offensif. Voilà, donc en fait une fois que vous avez créé votre compte, vous allez un peu comme Hack the Box, hein, avoir un endroit pour récupérer la configuration VPN pour se connecter, et après vous allez sur l'app V15, enfin l'app 15 pardon, et vous avez, ah ouais ici je l'ai plus, mais ici normalement il y a un bouton pour entrer les tokens que vous allez trouver, et donc il vous donne la liste des tokens à trouver, et c'est tout, et 2 IP publics, point, that's all. Du coup, nous on va comme je vais pas faire tous les tokens, je vais en faire que 2. Enfin, j'en ai choisi 2 qui me paraissaient particulièrement intéressants pour que la vidéo soit pas trop longue. Donc je vous laisse les autres en tant qu'exercice. Mais du coup, on commence assez loin dans l'attaque. On a déjà, on va faire des tokens où pour pouvoir les faire, il faut déjà avoir fait un paquet d'étapes en amont. Donc je vais essayer de les détailler un peu pour pas trop vous perdre. Donc là, ça c'est juste en bas à gauche, hein, le VPN pour se connecter à Pentestit. Donc celui-là, si c'était dans le cadre d'une vraie attaque, il n'existerait pas, hein, mais c'est juste pour que vous soyez au sein du réseau simulé. Enfin, c'est un vrai réseau, mais qui simule une entreprise. Et une fois qu'on a fait ça, donc vous allez, en gros, je vais pas spoiler, mais bref, vous allez compromettre une boîte mail, et dans cette boîte mail, vous allez récupérer une configuration VPN, même 2 d'ailleurs, que j'ai mis dans VPN 1. Et donc, une fois que vous avez récupéré, compromis ce VPN, vous pouvez le lancer. Voilà, donc ça c'est la première étape, enfin il y a différentes étapes, mais en tout cas vous allez avoir besoin de ça pour les 2 tokens du jour. Une fois que vous avez compromis ce VPN, il va y avoir dans ce VPN une machine que vous allez compromettre en SSH. Et du coup, on va utiliser un outil qu'on n'a pas encore utilisé sur Acksize qui s'appelle SSH Shuttle, enfin je dirais plutôt S Shuttle. Qui est donc à mi-chemin entre le VPN et le tunnel SOX. En gros, c'est tout bête, enfin tout bête, c'est super pratique, mais derrière le fonctionnement est plutôt intelligent, c'est-à-dire que on va monter un tunnel SSH avec une cible, et dans ce tunnel SSH, on va, avec des règles répétables, rediriger tout un réseau pour passer dans ce tunnel SSH. Donc ici, si je détaille la commande, donc j'ai compromis le compte le mot de passe du compte Ivanov, qui me permet de me connecter en SSH sur cette machine, que je peux joindre uniquement via ce VPN. Et une fois que je monte un tunnel SSH avec cette machine, et ben tous les flux qui vont vers le réseau 10.1.0.0.24 passeront dans ce tunnel SSH. Et donc il faut que je lance sudo, puisqu'on va jouer avec des règles IP tables.
Et là on me demande le mot de passe compromis de Ivanov. Donc voilà, il m'est connecté tout serveur. Et si on regarde, si on est curieux, hein, sinon c'est pas, c'est pas obligatoire, mais si on regarde les règles IP table de NAT, on voit que SSH Shuttle a créé des règles et qui en gros donc tout ce qui va vers le 10.1.0.0 on le redirige sur le port où il y a le tunnel SSH. Donc tout ça pour nous permettre de pouvoir joindre toutes les machines, enfin tout le réseau 10.1.0.0 qui normalement n'est pas accessible en direct depuis le VPN compromis. Donc c'est parce qu'on a compromis cette machine qu'on va pouvoir monter un tunnel SSH et à distance, à travers le VPN, atteindre ce réseau. Voilà, donc maintenant que ça c'est dit, passons au token à proprement parler. Donc le token se trouve encore plus loin, c'est-à-dire qu'il se trouve sur une machine qui n'est joignable que d'une autre machine de ce réseau 10.1.0.0. Alors je sais pas si c'est lié à un pare-feu ou quoi, mais bon, toujours est-il que nous, le token qui nous intéresse est sur la machine 10.1.0.3, et la machine 10.1.0.3, si on essaie de la taper à l'heure actuelle, ça sert à rien parce qu'en plus il est pas ouvert, enfin bon, ça va dire timeout quoi normalement. Si j'y vais par exemple avec le compte de Ivanov, sur la 10.1.0.3, voilà, il va falloir attendre un peu, mais il va y avoir un timeout. Et ça, c'est parce que la machine 10.1.0.3 n'est accessible que depuis une machine qui est la 10.1.0.2. Donc cette 10.1.0.2, on l'a compromis pareil sur des phases amont. Et donc ce que je vais faire, c'est je vais créer un autre tunnel SSH, mais ce coup-ci avec la commande SSH classique et pas avec le S-Shuttle, parce que on a juste besoin d'un port. Donc je la balance. Je me suis pas mis dans le bon répertoire. Donc Leonov, c'est un compte qu'on a compromis, mais lui c'est pas un mot de passe, c'est un fichier avec une clé qu'on a compromis dans des phases amont. Et du coup là on est vraiment loin dans le réseau du coup, puisque on passe par ce VPN pour être dirigé dans ce tunnel SSH. Et dans ce tunnel SSH, on imbrique un deuxième tunnel SSH qui nous permet de taper la machine 10.1.0.3 sur le port 80, qui est donc à 3 nœuds de distance, on va dire, par rapport à Internet, donc assez profond dans le réseau. Et du coup, vu que j'ai redirigé, d'ailleurs je l'ai pas fait comme il faut, on voit ici un permission denied parce que j'ai oublié de mettre le sudo, je le refais avec le sudo, et là du coup on n'a plus le bind permission denied. Et là normalement, vu que j'ai redirigé sur ma machine locale le port 80, si je vais sur 127.168.0.1, on passe à travers les deux tunnels SSH et le VPN et on arrive à joindre cette machine très loin enfouie chez le client. Et on voit qu'elle n'a rien d'exceptionnel puisque ça renvoie juste site is upgrade. Alors, vous allez me dire comment je sais que c'est le port 80, à part à tester au pif. J'ai oublié de le dire, mais effectivement j'ai fait en amont, j'ai fait un scan. Alors comme je suis assez loin dans le réseau et que j'ai pas mis de nmap, le scan je l'avais fait avec cette commande. Et du coup comme c'est assez long et que j'ai la flemme de redevoir patienter longtemps, donc en gros normalement il va trigger. Voilà, sur le port 80, ça renvoie open. Et si vous faites le scan et que vous êtes patient, vous aurez aussi le port de mémoire, c'est 6001. Voilà, il va trouver aussi d'autres ports, mais c'est ces deux ports là qui seront intéressants pour le flag FPM. Alors du coup FPM c'est pour PHP Fast CGI Process Manager, je crois, un truc comme ça, qui est en gros une implémentation alternative de PHP Fast CGI avec quelques fonctionnalités additionnelles utiles dans les environnements à haute charge.
Donc ça permet, là on sait que, enfin on le sait pas, mais on peut supposer que c'est du PHP FPM, pardon, parce que si on regarde la réponse dans Network de la requête reload, on voit que en face on est sur un serveur Nginx, et Nginx, si on regarde, si on fait index.php, on voit qu'effectivement c'est bien un fichier PHP sur du Nginx, et souvent, enfin il y a un bundle par défaut qui fait que sur Nginx, quand il y a du PHP, c'est du PHP FPM, et donc on peut se dire que potentiellement il va y avoir une faille qu'on peut exploiter avec ça. Alors moi, pour être franc, pourquoi j'ai su, enfin comment j'ai su que c'était cette faille-là, c'est simplement que dans les tokens, donc il y a un token qui s'appelle FPM, et dans le laboratoire 14, il y avait déjà un token qui s'appelait FPM qui utilisait la même faille. Donc c'est comme ça que j'ai su, mais dans la vraie vie, j'aurais vraiment galéré, je pense, pour identifier cette faille, parce que quand on est aussi loin dans le réseau, c'est assez galère de pouvoir faire un scan and map propre et identifier les services qui tournent. Mais bon, pour avoir plus d'informations sur tout ça, je vous conseille fortement la lecture de cet article, écrit par Sheila Sarva, qui est donc du coup la hackeuse de la semaine qui illustre cette vidéo. Et du coup, en gros, donc c'est une CVE 2019 qui permet de faire du remote code execution, donc de l'exécution de code à distance sur cette version vulnérable de PHP FPM. Bien. Donc je vous laisse lire l'article, et quand c'est fait, eh bien on va exploiter cette vulnérabilité. Alors je vais me créer en bas à gauche une nouvelle fenêtre. Je me suis mis le script d'exploitation. J'ai pas pris celui-là de exploitdb qui marche pas bien chez moi. Je sais pas trop pourquoi. Du coup j'ai pris un autre script d'exploitation de cette vulnérabilité CVE de 2019. Et du coup, pour pouvoir l'exploiter, par contre, il va falloir faire une nouvelle, un nouveau tunnel, puisque là le tunnel on l'a ouvert sur le port 80, et le FPM il tourne sur le port 6001, donc il va falloir reprendre la commande ici, mais avec le port 6001. Donc je la refais, et une fois de plus, j'oublie de monter d'un cran, puisque la clé est sur le fichier au-dessus. Voilà, donc là, je peux taper le port 6001, mais si on fait un scan and map dessus, je peux le faire si vous voulez, mais ça va pas donner grand chose. Comme je vous ai dit, hein, puisqu'on est tellement loin dans le réseau que les différents tunnels SSH font que Nmap a du mal à identifier ce qui est en face. Mais c'est pas grave. Du coup, une fois que j'ai monté le port 6001 sur mon interface locale grâce à ce tunnel SSH qui passe dans ce tunnel SSH qui passe dans ce VPN, je peux exploiter la vulnérabilité donc vers mon interface locale sur le port 6001, donc redirection vers le tunnel SSH. Je mets le répertoire par défaut index.php. Donc j'imagine que ce site avec index.php est dans le répertoire par défaut d'une distribution Linux. Et dedans, je mets, derrière le paramètre "-c", je vais mettre quoi comme code PHP? Je vais mettre un PHP system. Donc system, c'est tout simplement pour exécuter une commande OS à travers PHP. Donc ici une commande Linux. Et donc je vais afficher le contenu ici de var, du répertoire /var. Et on voit, nickel, ça passe sans problème, la RCE est fonctionnelle, l'exécution de code à distance est fonctionnelle. Du coup, il me reste plus qu'à fouiller. Alors, on peut essayer de se faire chier à faire un reverse shell, c'est pas si simple, parce que comme on voit avec les 3 tunnels là, enfin les 2 tunnels plus le VPN, c'est le réseau, enfin notre machine attaquante n'a pas forcément d'IP routé jusqu'à la cible.
mais on pourrait faire un bind shell, etc. Mais là, pour ce token, c'est pas nécessaire de se faire aussi chier, enfin de s'embêter tant que ça. En fait, il suffit juste de creuser un peu. Si vous regardez dans le www.html, donc le répertoire par défaut, voilà, vous voyez, je vais mettre en grand, vous voyez qu'il y a l'index.php, le fameux qu'on a ici, et on a un dossier méga gros qu'on n'aurait jamais pu deviner avec du brute force. Si on liste ce dossier méga gros, on a le token, donc le flag et un fichier cap. Du coup, on va récupérer le token dans un premier temps. Donc, je vire ça, je remplace par mon dossier super long token.jpg. Bim, donc ça c'est le premier token du jour. Et ensuite, on peut récupérer le fichier testlab.cap. Testlab.cap. Save file. Que je vais mettre, il est déjà là, mais je vais mettre dans ArcSize. Hop. Parfait. Bien, donc j'ouvre ce testlab.cap, maintenant que j'ai téléchargé. Donc j'ai même pas fait un file dessus, hein, mais vu que c'est l'extension .cap, on peut imaginer que c'est une capture réseau. Et en effet, c'est une capture réseau. On voit d'ailleurs du D-Link, TP-Link en termes d'adresse MAC, du Samsung aussi, il y a pas mal de choses. Et on voit que Authentication 802.11, voilà le protocole, on voit que c'est du sans fil, du wireless. Du coup, quand il y a du wireless, si on n'a pas la clé, enfin si c'est du chiffré, mais on peut le voir comment que c'est du chiffré. Tiens, c'est marrant qu'il y ait pas mal de deauthentication, parce que du coup on a l'impression qu'il y a une attaque de deauthentication dessus. Bref, du coup, en tout cas, quand vous avez un fichier Wi-Fi, ce qui peut être pertinent même juste pour faire de l'énumération, c'est de utiliser la suite AirCrack. On va le faire ici. AirCrack NG maintenant New Generation, mais à la base il y avait AirCrack tout court, qui est donc une suite de logiciels de surveillance des réseaux sans fil dont l'utilisation la plus connue c'est de casser les clés WEP et WPA du réseau Wi-Fi. Et donc ça se lance très simplement, hein, il suffit de faire AirCrack le nom du fichier, AirCrack NG, nom du fichier, testlab. Et on voit que effectivement on a ces différents flux, donc les différents BSSID et SSID et les modes d'encryption, de chiffrement, et on voit qu'il y a du WPA. Donc WPA c'est quand même très connu, mais si par hasard vous connaissez pas, c'est pour Wi-Fi Protected Access, et donc c'est un mécanisme qui est venu après le web qui était trouvé de partout, et donc on a remplacé le web par WPA qui permet de sécuriser les réseaux sans fil de type Wi-Fi. Ça commence à être assez ancien puisque ça a été créé dans les années 2000 et ça reste encore robuste aujourd'hui, même si on a pas mal de pistes pour casser ça, et il y a eu le WPA2 depuis. Du coup, donc là, ce qui nous intéresse, déjà, on voit qu'il n'y a qu'un seul de ces channels, je sais pas comment on appelle ça, qui a un uncheck. Et du coup, on va essayer de voir si on peut pas casser, surtout que c'est marqué testlab, et donc on est sur testlab 15, donc ça semble être une bonne piste à creuser. On va voir si on peut pas casser ce chiffrement WPA. Donc je quitte AirCrack NG, puisque je vais lancer le brute force de cette clé WPA directement en paramètre de commande. S'il veut bien me rendre la main, et s'il veut pas, tant pis, on va ouvrir une fenêtre ici. Du coup, je fais AirCrack NG testlab comme on l'a fait précédemment, et je précise en paramètre USR share word list ROQ, hein, comme d'hab on utilise la liste de mots de passe ROQ pour essayer de casser du coup ce
channel numéro 7 là. Donc je spécifie Target Network, il appelle ça lui. Donc le réseau cible test lab en mettant 7. Et c'est parti, il y en a pour une bonne heure apparemment. Heureusement on va avoir le début de la... et évidemment on a de la chance parce que je pense que les créateurs du labo se sont dit ça sert à rien de les faire attendre diplôme, donc ils ont mis un mot de passe relativement en haut de la liste ROQ. Et on voit que ça y est, il a pu craquer cette clé WPA qui est donc ici Shakespeare. Et Shakespeare est le token wireless, si je reviens sur ça. Donc on a eu tout à l'heure l'image qu'on a affichée, c'est le token FPM de mémoire, et le token wireless c'est Shakespeare. Voilà, donc d'un point de vue Blue Team, qu'est-ce qui aurait pu être fait pour éviter ces attaques? Bah sur FPM facile, hein, c'est une CV de 2019, donc il suffisait de mettre à jour PHP et son composant PHP FPM pour ne plus être vulnérable à cette faille. On aurait pu aussi, d'un point de vue Blue Team, durcir la configuration PHP pour empêcher l'utilisation de système. Ça c'est des configurations qu'on voit de plus en plus souvent où le système n'est pas autorisé on va dire en natif sur PHP. Et après sur la partie Wi-Fi, bah typiquement là la recommandation évidente qui vient, c'est ne mettez pas un mot de passe aussi faible que Shakespeare. Donc mettez des mots de passe plus compliqués sur le WPA. Et ma foi, ça sera pas mal déjà pour compliquer le travail de l'attaquante. N'hésitez pas à laisser des commentaires, hein, et moi je vous dis à la fois prochaine pour faire un pas de plus vers le niveau hacking de Lisbeth Salander.